Blême, à partir de cette grille, fini le Congo, tout est contrôlé par elle, dans le plus grand secret. C'est ce qu'affirme l'ancien président de la République, Pascal Lissouba. Selon lui, le Congo ne savait même pas combien de pétrole était extrait de son sous-sol. Nous ne savons rien de ce qui se passe et nous n'avons même pas la quantité du pétrole qui sortait de notre pays, nous ne la connaissions pas. Vous voulez dire que les autorités congolaises ne la connaissaient pas. Ne connaissaient pas la quantité de pétrole extraite de leur sol? Par quel moyen? Une seconde chose, c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique, pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens, je ne dis pas de générosité, de bon sens, de justice, pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris, d'autant que c'est nécessaire si l'on veut éviter les pires convulsions, difficultés, avec les conséquences politiques que ça comporte dans le prochain guerre. Et un pétrolier de 100 000 tonnes, cela représente près de 100 millions de francs qui échappent aux caisses du pays. On appelle ça une cargaison fantôme. Interrogé sur la question, Loïc Lefeuc-Pléjean ne dément pas qu'il y en ait une. Il y a des cargaisons qui sont produites et qui n'ont jamais été officiellement. Voilà. C'est des choses qui sont arrivées, bien sûr, dans le passé. Je suis un compatriote. Je suis en difficulté. Je me bats contre la mort, mais cependant, je vous demande de vous lever pour le changement. Je ne serai pas battu pour rien. Battez-vous. Je ne serai pas battu pour rien. Levez-vous comme un seul homme. Faites-moi plaisir. Je me bats sur la vie de mort. Vous aussi battez-vous pour votre changement. Allez-y. Il y va de l'avenir de vos enfants. Battez-vous. Merci. À mon avis, après analyse, je pense que le président Lissouba n'était pas prêt à organiser une élection présidentielle. Je crois qu'il cherchait l'application d'un article de la Constitution qui disait que si pendant la campagne électorale l'un des candidats venait à mourir, le président de la République était autorisé à proroger son mandat et à renvoyer l'élection à plus tard. Je crois qu'il cherchait, à mon avis, cet incident-là pour que l'élection n'ait pas lieu. Parce que moi, je pense qu'il n'était pas sûr de la gagner. L'objectif, c'était Denis Sassou Nguesso. Neutraliser Denis Sassou Nguesso. Oui, neutraliser Denis Sassou Nguesso pour que l'élection n'ait pas lieu. C'est un secret qu'il y a ces éléments de l'armée angolaise qui sont dans le pays, qui nous ont apporté leur soutien dans la dernière phase. C'est un secret qu'il y a ces éléments de l'armée angolaise qui sont dans le pays, qui nous ont apporté leur soutien dans la dernière phase. C'est un secret qu'il y a ces éléments de l'armée angolaise qui sont dans le pays, qui nous ont apporté leur soutien dans la dernière phase. On ne pouvait pas s'allier avec les Souba pour que
nos amis de Luanda se croisent les bras. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Mais je dois dire que cet appui, nous l'avons obtenu début octobre 1997, mais la guerre avait commencé le 5 juin 1997. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Ben, ils sont arrivés. Donc, nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Ben, ils sont arrivés. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Ben, ils sont arrivés. C'est les Congolais qui sauveront le Congo. Ce n'est pas la communauté internationale. N'y comptez pas. C'est les Congolais qui sauveront le Congo. Ce n'est pas la communauté internationale. N'y comptez pas. I am not come here to battle and to struggle. I came here to help my country to develop themselves.
les amis du Sud-Congo, nous vous souhaitons une très bonne journée, dépendamment de l'endroit que vous nous suivez. Bon, écoutez, on va essayer de développer une idée. Hein. On va simplement essayer de faire des parallèles entre le gouvernement afghan qui avait été installé par l'OTAN en Afghanistan. Il s'agit ici du gouvernement afghan contre la volonté des talibans. Et ça s'est passé, je crois, il y a déjà plus de 20 ans, hein, que la communauté internationale nous a emmenés vers cette grande campagne de pouvoir ramener la démocratie en Afghanistan, compte tenu des actes posés par l'organisation criminelle, comme ça c'est l'Occident appelé, des talibans. Et vous comprenez bien que le régime afghan installé par la communauté internationale est comparable au mochi du système Sassou qui avait été installé par la France. Donc on va essayer de faire ces parallèles-là. Mais avant que nous ne rentrions dans ce petit vif de ce sujet, on peut simplement dire ce petit sujet, parce qu'on ne va pas mettre beaucoup de temps, on va simplement vous alerter encore de plus en plus en ce qui concerne la situation au Sud-Congo. Bon, nous avons lancé le Mbongi du Congo, le Mbongi des Congo, le 15 août 2021. Et nous osons croire que le dimanche prochain, beaucoup de gens viendront pour ouvrir leur cœur et véritablement s'exprimer. Parce que nous avons là une opportunité qui va nous permettre de sortir le Sud-Congo, donc de protéger les descendants congolais, là même au Sud-Congo. Peuple du Sud-Congo, vous êtes invités à venir participer massivement au Mbongi de l'USK, qui débutera le 15 août 2021 et finira le 16 octobre 2021. Le faire serait la libération. Ne pas le faire serait notre disparition. D'où l'importance de la fondation de l'USK. Nous faisons appel à des potentiels leaders charismatiques courageux, originaires des 5 départements de l'USK, de venir l'idée en tant que Mzondi. Venons nous exprimer, venons guérir nos plaies et venons signer une paix de 100 ans plus qui va nous permettre de former notre État fédéral du Sud-Congo basé sur le fédéralisme démocratique. Pour protéger nos populations, pour protéger nos terres, pour nos ressources naturelles, pour notre survie et notre existence. Congo debout, tous ensemble, c'est maintenant ou jamais. Mais si vous essayez de regarder, avant qu'on rentre là, on va essayer de parler un peu de Anatole Koline dit Makosso, avec la stratégie que ces gens-là venaient de mettre en place. Bien sûr, il s'agit ici du fils zaïrois de Moshi Sassou, que nous appelons le plus grand voleur, on peut simplement dire l'un des plus grands voleurs que l'entité Congo avec C n'a jamais connu. Hein? C'est l'un des plus grands voleurs que l'entité Congo n'a jamais connu. L'un des plus grands criminels, voyous financiers que l'entité Congo C avec C n'a jamais connu. Les jours passés, nombreux des résistances sont en train de vous alerter sur les stratégies que les Moshi ont mis en place. Bien sûr,
sous la bénédiction de la France. Souvenez-vous que le Moshi ne peut rien faire sans pourtant que le Moshi puisse avoir l'approbation même de la France. Et ça, tout un chacun de nous doit bien comprendre ce qui est en train de se dessiner. Ils sont allés signer un deal avec les Rwandais, le Kagame Paul. Le deal, c'est que les Moshi ont légué les terres du Sud aux Rwandais et en contrepartie, les Rwandais doivent protéger le fils Moshi à accéder au trône du pouvoir de l'entité Congo avec C. C'est ça qui est le deal. Donc, il faut donc aller chercher l'appui de tout le système, qu'il s'agit du système économique, il s'agit du système politique, il s'agit du système militaire du pays de Pompidou, donc de la France. Voilà pourquoi vous avez vu, ils ont donc tripatouillé un voyage inutile qui n'a aucun sens. Quand vous lisez cette note, publiée par, on peut simplement dire, la représentation de l'entité Congo avec C sur la place de Paris, ce que vous avez l'habitude d'appeler l'ambassade. Vous comprenez? Je vais simplement le lire avec vous, mais je vais le déformer. On peut simplement dire la représentative de l'entité Congo avec C sur la place de Paris ou de la France présente ses compliments au ministère européen et des Affaires étrangères, donc au protocole. À l'honneur de porter à la connaissance que le Premier ministre, le premier citoyen dans ce régime des criminels, des barbares que nous appelons Amateur Colline Makosso, prendra part du 24 au 27 août 2021 aux universités d'été de MEDEF. Bon, il emmène avec lui une délégation. Donc il y a celui-là que nous avons l'habitude d'appeler le perroquet Thierry Mongala, les uns, qui fera partie de leur délégation. Il y a éventuellement ce fameux fils de Sassou Nguesso Christelle Béni, qui viendra en grande pompe sur la place de Paris. Donc un criminel réputé qui viendra sur la place de Paris. Il s'agit ici d'un criminel financier, un criminel du sang, parce que c'est aussi Sassou Nguesso Christelle Béni qui avait ordonné l'assassinat de Bruno Osebi, ce journaliste-là, qui menait des investigations sur les magouilles liées au rouleau compresseur du pétrole de Luango et du gaz de Luango. Bon, il y aura éventuellement Nick Fila, le boxeur, celui que nous avons vu sur la place de Paris, et bien sûr, ils seront avec leurs collaborateurs, ils seront sur la place de Paris. À leur programme, ils vont donc rencontrer le Premier ministre français. Donc il va recevoir un groupe de criminels qui arrivent en grande pompe sur la place de Paris. Donc on parle ici de Jean Castex. On parle ici de la rencontre avec le client Jean-Yves, que vous connaissez déjà, c'est M. France-Afrique du régime Macron. Il était d'abord M. France-Afrique du régime Hollande. Là il est le M. France-Afrique du régime Macron. Souvenez-vous que dans peut-être 7 mois, le locataire du palais d'Élysée va aller aux élections présidentielles. Donc il leur faut de l'argent. Et la plupart de leur financement vient d'Afrique, auprès des criminels et des dictateurs comme les Sassou. Donc, vous comprenez ici que l'arrivée de ce fils voleur, qui a déjà des ennuis partout avec la justice américaine, et même le phénomène des biens mal acquis des familles Nguesso sur la place de Paris, va arriver sur la place de Paris sous une couverture diplomatique. Vous comprenez ça, chers amis? Et puis on parle ici de le maire Bruno, qui est le ministre français des économies, des corrompus. Tous ces gens-là, ce sont ceux-là qui font des montages financiers pour pouvoir aider des régimes dictatoriaux comme celui du Moshi Sassou. Et puis il y a aussi Barbara Pompili, qui est le ministre de l'écologie, qui fera partie de tous ces activités que ce gens-là vient de mener.
Et puis on parle ici d'un certain Rémi, directeur de l'Agence de développement. Donc vous comprenez que ici là on fait affaire à des réseaux. Mais ce qui est plus important, ce n'est pas ce qui nous intéresse ici, c'est la participation aux universités d'été de MEDEF. Bon, vous comprenez, MEDEF, en réalité, si vous tapez, vous allez dans Google, vous tapez MEDEF, on vous dit MEDEF, c'est le premier réseau d'entrepreneurs français. Donc, MEDEF est comparable à Unicongo, hein, ce groupement qui gère les entreprises au niveau du Congo. Donc, on met un peu un syndicat, ces grands patrons des entreprises, des petites et moyennes entreprises qui essaient d'aller chercher une couverture à travers un lobby, bien sûr dans le bien de la corruption, qui essaie de protéger les intérêts des entreprises et non pas les intérêts des employés, non même pas les intérêts des syndicats. Donc, vous comprenez un peu en Occident, pendant les périodes d'été, il y a parfois les partis politiques qui organisent les universités d'été. Donc, une rentrée politique pour pouvoir redonner une certaine direction à leurs activités politiques, une certaine vision politique. Et les grandes entreprises aussi profitent de cela. Donc, quand ces organisations-là organisent ce genre de trucs, ils essaient d'inviter pas mal de monde, surtout des régimes corrompus, pour essayer d'aller chercher la plus grande part du gâteau africain et aussi protéger les régimes dictatoriaux en Afrique. Et donc, dans le contexte ici, vous comprenez que Anatole Collinet Dimakoso, l'un des premiers voyous de ce régime Sassou, accompagné des criminels comme Sassou Nguesso Christelle Denis le Zaïrois, viennent sur la place de Paris, non pas pour parler des intérêts de Congolais dans l'entité Congo avec C, mais un intérêt particulier qui est celui de la corruption pour pouvoir positionner le fils Sassou Nguesso Christelle Denis. C'est inacceptable déjà de voir qu'au Congo, vous aviez un groupement des entreprises. Vous vous souvenez, Unicongo au Congo, dans l'entité Congo avec C, était géré par Christian Barros, qui avait été assassiné par les Nguesso. Hein, parce que Christian Barros était le pivot de la magouille entre les entreprises françaises et éventuellement le marché d'entreprise au niveau de l'entité Congo avec C. Donc il s'agissait ici l'homme qui gérait éventuellement beaucoup de capitaux, hein, dans une forme de protection des entreprises françaises qui n'existe pas en France mais qui existe au Congo, financée avec les fonds du contribuable de l'entité Congo avec C. Christian Barros, les Mboshi nous ont présenté qu'il avait été assassiné au niveau de Luango là-bas. Hein. Tout le monde, je crois que nous avons déjà fait une vidéo là-dessus. Vous allez regarder les explications, les raisons qui ont poussé les Nguesso à assassiner Christian Barros. Vous pouvez encore aller faire chercher cette vidéo-là sur notre chaîne YouTube, vous allez donc la retrouver. Donc, le MEDEF, c'est le premier réseau d'entrepreneurs français. Le MEDEF, on parle de plus de 95% des entreprises adhèrent au groupe MEDEF. Plus de 95% des entreprises qui adhèrent au groupe MEDEF sont des petites et moyennes entreprises. Le MEDEF met au cœur de son action la création d'emplois et la croissance durable. Donc la création d'emplois ou la création d'emplois en France. La croissance durable en France. Donc on ne peut pas s'imaginer que des perlimpinpins, on peut le dire comme ça, comme les colonels Makosso sont incapables de créer des emplois chez eux, travailler avec Unicongo, qui existe déjà dans l'entité Congo avec C, mais ils vont aller participer au consortium, on peut le dire comme ça, à une réunion organisée par un groupement des entreprises en France. Vous comprenez ça, chers amis? Donc vous voyez ici l'intention manifeste. Donc en réalité, ces gens-là ont trouvé là une opportunité de pouvoir faire le déplacement pour venir sur la place de Paris, pour convaincre tous ces réseaux marchés français, parce que le tout part dans le monde du business. Après, les business sont connectés avec la politique, parce que la plupart des temps, ce sont des entreprises ou des réseaux d'entreprises qui financent les partis politiques, hein, par les biais de donations, entre guillemets, et qu'à la fin, ces entreprises-là trouvent leur compte parce que
en finançant les partis politiques, vous allez vous retrouver avec des gens potentiellement députés ou à la présidence, occuper des fonctions de grand rang, et ces gens-là seront donc des décideurs. Ces gens-là seront donc ceux-là qui prennent des lois à leur faveur. Les politiciens travaillent pour ceux qui les financent. Les politiciens travaillent pour les entreprises. Les politiciens ne travaillent pas pour la société en réalité. Ils travaillent pour ceux qui les ont financés. Alors que vous aviez beaucoup de projets de loi qui coupent, beaucoup de privilèges, même des faveurs pour les gens de la société, mais qui donnent beaucoup plus de bénéfices aux entreprises, comme un peu les paiements des taxes, vous comprenez. Quand il s'agit d'augmenter les taxes, c'est beaucoup plus les particuliers qui en payent et non pas les entreprises. Les entreprises arrivent avec beaucoup plus d'assurance auprès des politiciens. Vous comprenez ça, chers amis? Donc, en réalité, le système Nguesso, Anatole Collinet Makosso, est comme un porteur de valise pour Sassou Nguesso Christelle Denis. Donc, c'est lui qui vient par sa couverture d'une fonction qu'ils ont tripatouillée. Et donc, il a posé Sassou Nguesso Christelle Denis sur ses épaules pour venir sur la place de Paris, pour consulter ces chefs d'entreprise qui ont des connexions directes avec des politiciens français, qui ont des connexions directes avec le système militaire, qui ont des connexions directes avec le réseau politique Amérique du Nord, on peut dire Canada, États-Unis, qui ont des connexions avec les médias, qui ont des connexions avec les réseaux d'acquisition des armes. Vous comprenez ça, chers amis? Pour pouvoir supporter les manœuvres qu'ils ont déjà mis en place pour pouvoir essayer de pousser par la force le fils zaïrois que nous appelons Sassou Nguesso Christelle Denis à la tête de l'entité Congo vexé. Donc, c'est inacceptable déjà même de voir si vous avez des gens qui ont un cerveau ou une tête assise sur les deux épaules, et ces gens-là ne peuvent pas sauter Unicongo qui existe déjà dans l'entité Congo vexé pour se ramener du côté de Paris pour aller voir, pour venir voir un syndicat des entreprises sur la place de Paris. Ça n'a aucun sens. Donc vous comprenez que il y a une chose encore que vous devez savoir. Pour les non-membres de cette organisation, la participation elle est payante, elle est facturée, parce que vous n'êtes pas membre de cette organisation. Parce que, si vous voyez même dans leurs lettres qu'ils ont rédigées, ce n'est pas le fameux MEDEF qui les invite, mais c'est eux qui s'est invités, ils se sont invités à ça. Donc, il y a une participation parce que vous n'êtes pas les membres, vous n'êtes pas une entreprise au niveau du pays de Pompidou, mais vous êtes, entre guillemets, des voyous dans un État africain et vous vous ramenez à une réunion qui ne vous appartient pas. Donc, il y a des frais de participation qui s'élèvent à la hauteur des millions parce que ces gens-là viennent pour un intérêt particulier. Et l'intérêt particulier, c'est de convaincre le maximum de ces entrepreneurs pour que ces gens-là puissent ouvrir leur réseau et que les réseaux servent éventuellement à pousser le fils zaïrois au pouvoir par tous les moyens. Il faut aussi noter qu'il s'agit ici de trouver des réseaux qui vont convaincre le caucus noir au Congrès américain pour essayer de corrompre le caucus noir au niveau du Congrès américain pour que le Congrès américain puisse supporter ce fils voleur, un criminel de sang et un criminel financier que nous appelons ici Sassou Nguesso Christelle Denis. Donc ça c'est encore une façon de vouloir alerter les peuples du Sud-Congo. Parce qu'eux, ils ont un plan. Ils ont hypothéqué, et dans leur stratégie, c'est que ces entreprises-là, ces entreprises françaises-là, ces réseaux mafieux de la France-Afrique et l'Iran, à pouvoir positionner les Rwandais, là au Sud-Congo, parce que pour le Rwanda, le deal est déjà scellé. Pour le Rwanda demande aux Nguesso de ne pas leur payer, mais de leur donner les terres pour que ces Rwandais-là puissent assurer la protection d'un quelconque pouvoir du fils Moshi, zaïrois, que nous appelons Sassou Nguesso Christelle Denis. Donc il s'agit des terres qu'ils ont mises en ligne ici, ce sont les terres du Sud-Congo. Voilà, quand vous êtes en train de voir
Mabiala Pierre l'a dit dans la récupération des terres, ce que lui appelait les stratégies dans la réhabilitation des terres traditionnelles. Mabiala n'a pas hésité de vous dire que la moisson était bonne. Comprenez ça? Bon, Mabiala, c'est un pantin, c'est un suisse que les mochis utilisent et que nous, les Suisses, on aura tendance à dire que bon, c'est un suisse qui a fait ces actions. Mais ce n'est pas un suisse qui l'a fait. Souvenez-vous que Mabiala nous a déjà joué à ces scénarios quand il a récupéré un terrain à Pointe-Noire, Berry-Martin. On a vu cette vidéo-là où il y a eu des échanges entre Mabiala et Berry-Martin. Pierre Mabiala, le ministre des Affaires foncières et du domaine public, a procédé ce 21 avril 2018 au déguerpissement des acquéreurs illicites, notamment de l'ancien ministre Martin Berry et son fils. Est-ce que l'arrêt vous a déclaré propriétaire? Toute la contrée appartient à l'État. Le dit déguerpissement a eu lieu dans une parcelle de terrain d'une superficie d'environ 1 hectare relevant du domaine privé de l'État. Celui-ci est mitoyen de la centrale thermique de la Société nationale d'électricité. Ces acquéreurs précités y exerçaient jusqu'à ce jour un trafic illégal de carburant. Mais nous avons constaté que sur le terrain, il y a une occupation illégale, doublée de l'exercice d'un trafic tout aussi illégal. Et donc, nous avons décidé de venir ici pour déguerpir. Les antivaleurs dans ce pays doivent être combattus jusqu'au bout et aussi faire, voyez-vous, imposer, instaurer l'autorité de l'État. Ici est de noter que ce site abritera dans les mois à venir un complexe hôtelier de la société Onomo International qui a d'ores et déjà versé une somme de 1 milliard de francs CFA à l'État congolais. Comprenez ça? Donc, l'alerte est lancée à notre peuple du Sud-Congo. Signons la pétition, mes chers amis, mes chers frères, mes chères mamans. Il s'agit de notre survie. Nous sommes en train de disparaître au Sud-Congo. Et par la même occasion, nous invitons tous les autres peuples Congo, partout ailleurs, de nous accompagner dans cette difficile épreuve que nous sommes en train de vivre. Il ne s'agit pas ici d'accepter encore un autre 50 ans d'un pouvoir entre les mains des Moshi, entre les mains d'un Zaïrois. Et de ce Zaïrois-là, vous pouvez comprendre qu'il ne vous a jamais aimé, parce qu'il a géré pendant plus de 20 ans. Et jusqu'aujourd'hui, il continue à gérer par des réseaux de fraude et de corruption qu'il a mis en place. La première ressource de l'entité Congo avec que nous appelons ici le pétrole de Luango et le gaz de Luango. Oui, vous devez comprendre que c'est ce fils zaïrois qui a géré, et nous connaissons comment il s'est enrichi, lourdement enrichi, au détriment même des descendants de Luango. Notre rôle, c'est vous informer. Mais nous avons pensé qu'il ne s'agissait pas simplement de faire le travail de la dénonciation, mais il s'agissait aussi de pouvoir se positionner, de pouvoir acter et de pouvoir prendre la responsabilité pour pouvoir sauver notre peuple. Donc, nous continuons à jouer ces mêmes rôles de dénoncer, et aussi, nous nous positionnons aussi en tant qu'ayants droit, fils du Sud, pour protéger nos terres, protéger nos ressources naturelles, protéger notre peuple qui est en voie d'extinction. Donc, avant de terminer ce chapitre, je vais simplement dire que c'est une honte pour la France. Là, vous voyez encore que la France nous démontre encore la haine que cette France a toujours eue pour nous, Congo. Parce qu'on ne peut pas s'imaginer que vous avez donné tout à Sassou, au Moshi, mais ils n'ont pas été capables. Ils ont divisé l'entité Congo avec eux-mêmes. Ils ont amené la haine, la division, la séparation. Et nous, qui sommes des victimes, nous ne pouvons laisser ces choses-là continuer. Et nous devons donc véritablement se positionner pour aller protéger notre peuple. La haine, c'est eux qui l'ont créée, parce qu'ils sont venus faire le coup d'État, et à la fin, ils ont détruit. Ils n'ont pas fait le coup d'État pour construire, pour rassembler, mais ils ont fait le coup d'État pour s'enrichir et vouloir nous exproprier sur nos terres. Et toi et moi, qui étant les fils légitimes ayant droit du Sud-Congo, nous avons la légitime
opportunité de pouvoir s'autoprotéger. Parce que dans ce contexte, on parle de légitime défense. Il s'agit de la légitime défense. La légitime défense, en termes de droit, ne peut être condamnée. Parce que nous sommes en face des irresponsables. Nous sommes en face, on peut simplement dire, d'une infiltration étrangère qui se sont faufilés au milieu de nous. Ils ont porté des costumes de citoyens de l'entité Congo avec ces. En réalité, ils sont venus pour nous détruire comme un peu l'usurpation d'identité de Anatole Koliné Makosso, qui n'est que le neveu de Antoinette Thibota, qui est béninoise et zaïroise. Donc vous comprenez que ces gens-là ne sont pas les Congolais. Et Anatole Koliné Makosso a été mis dans ce fameux positionnement éventuellement. C'est pour endormir le Kwilu, le Luango. C'est cela qui est la vérité. Donc, seuls les avertis vont comprendre que nous ne pouvons laisser ces choses-là se dérouler. Il va falloir que nous nous levons dans le contexte de l'unité du Sud, comme nous l'avons dit. Mais il ne s'agit pas simplement de parler de l'unité du Sud, mais il s'agit d'agir véritablement par la signature de la pétition. Nous savons que le combat pour chasser les Bossis, la solution, elle est militaire. Et nous devons aller à cette solution. Nous ne nous cachons plus pour le dire. C'est clair. Tous les témoignages réalisés par le Bossu lui-même, il le dit clairement qu'il a eu des armes pour pouvoir venir déstabiliser les régimes démocratiquement élus, donc emmener la mort au Sud-Congo. Ces opérations Mouébara ont été une vérité. Nous aussi, nous nous sommes dit, ce n'est que par le biais d'une action militaire que nous devons faire tomber ce régime, parce que nous leur demandons de libérer nos terres. Ces gens-là sont en train de refuser. Mais il y a une forte complicité, la complicité française qui est là-dedans. Donc, nous allons aller en guerre doublement, avec l'Imboshi et avec la France qui soutient ce régime. Et nous ne nous cachons plus. Nous ne nous cachons plus. De la même façon que l'Occident ne se cache pas quand il s'agit d'aller s'attaquer aux voyous, aux bandits, nous aussi, nous ne pouvons se cacher. Et tout le monde le sait. Le langage, il est aujourd'hui le langage militaire. Parce que par le langage du dialogue, vous n'aurez absolument rien. Vous comprenez que ils ont l'habitude de le dire, le chien aboie, la caravane passe. Et donc, ils sont confortables dans leur positionnement. Parce qu'ils savent qu'ils ont les armes, ils ont l'argent du Sud-Congo, ils peuvent se permettre de commettre tout. Et là, ils viennent pour une campagne de corruption pour que la machine corrompue occidentale puisse les accompagner à installer 50 ans encore de la misère. Non, on ne peut pas accepter ça. Ça, c'était sur ce chapitre. Bon, regardons un peu maintenant du côté de l'Afghanistan. Permettez-moi simplement de faire ça. Regardons un peu du côté de l'Afghanistan. Il y a peut-être plus de 20 ans, les gouvernements occidentaux nous ont vendu le pain de l'Afghanistan. Tous les gouvernements ont été unanimes. Ils nous ont dit le peuple afghan est en danger, il va falloir qu'on parte là-bas pour installer la démocratie et sauvegarder des vies. Dans le contexte humanitaire, c'est transformé en contexte de guerre. Nous qui vivons en Occident, moi qui vis au Canada, je travaille, je paye mes taxes. Comprenez ça, chers amis. Et donc, ces gouvernements-là ont saigné les fonds de leurs États, les taxpayers, comme on dit, pour aller donc participer à une guerre en Afghanistan contre les talibans. Donc, il y a eu des multimilliards de dollars qui ont été investis là-dedans. Nous nous souvenons ici au Canada, il y a plein de familles ont perdu même des militaires. Il y a ceux qui ont obtenu des infirmités. Ils nous ont vendu cette guerre d'Afghanistan. 20 ans après, les talibans reviennent en grande force. Et aucun politicien n'est condamné en Occident, qu'il s'agit de tous les pays d'OTAN. Tout l'argent qui a été dépensé, les dépenses que nous avons réalisées, par nos taxes que nous avons payées, les politiciens ont pris des décisions. À la fin, ils ont encore laissé les talibans revenir en force. Et ça me donne la colère. Et moi, en tant que citoyen canadien, j'ai le droit de demander
au Premier ministre du Canada, qui venait là de démissionner parce qu'il va aller à l'élection. Et nous pensons qu'il va falloir que ça soit aussi un débat, un sujet pour cette période électorale. Pourquoi ces politiciens-là qui ont pris ces décisions-là et qui savaient qu'ils ne devaient pas aller au bout de leurs décisions 20 ans après, ils quittent donc l'Afghanistan avec toutes les dépenses réalisées et donc toute cette facture que les gens ont payée, les vies qui ont été, des gens qui ont perdu de vie, va aller comme ça? Non. Voilà pourquoi on ne peut plus croire à ces gouvernements-là. Qui peut encore croire à un individu politicien en Occident? Vous comprenez ça, chers amis? Et nous pensons que ça c'est la partie A de cette situation, hein, parce que là c'est clair qu'il s'agit des Américains, beaucoup de taxpayer money, billions of dollars of taxpayer money was expended for the US to go to Afghanistan, and it was the same for the Canadian people, the French. We have also seen the British people. They also went there. The Australian went there. But what happened after 20 years? Who will be paying back that money? How much money was expended? How many billion was spent for the Canada? But nobody is accountable at this time. Vous voyez, chers amis, voilà des politiciens qui prennent des décisions pour embarquer le pays et à la fin, ils se désistent. Et ça, c'est pas logique. Et qui va payer cette facture-là? Ces gens-là doivent rendre compte à leur peuple. Et moi, je pense que le Premier ministre Trudeau doit nous rendre compte par rapport à ça. Et nous allons donc profiter pendant cette période électorale de parler de cette situation parce que c'est inacceptable. Hein, inacceptable. Vous nous avez vendu Afghanistan, les familles qui ont perdu de vie, beaucoup de militaires ont perdu les habilités de marcher, les habilités d'écrire, ainsi de suite. Beaucoup de vies ont été perdues. Beaucoup de dépenses de notre contribution en tant que travailleurs de ce pays. Et ces politiciens-là qui ont pris ces décisions-là s'en sortent facilement de ces situations. C'est inexplicable. Nous pensons qu'il faut qu'il y ait une commission de vérité qui doit se faire, les dépenses utilisées. Il faut forcément que les gens doivent payer. Les gens doivent payer cette facture. Les gens doivent aller en prison par rapport à ça. Les politiciens ne peuvent pas simplement prendre des décisions en nous vendant la guerre d'Afghanistan et afin de laisser encore revenir les talibans. Et tous commencent à se plaindre maintenant aujourd'hui, bon, on va aller prendre 20 millions d'Afghanistan pour les ramener au Canada comme des réfugiés. Les 20 millions qui vont encore revenir, nous allons continuer à payer beaucoup de taxes. Et chaque année, on nous augmente des taxes. C'est inacceptable. Vous comprenez ça, et ça, c'est un ras-le-bol. Et tout Canadien, tout Américain, tous ceux qui travaillent en Occident, ça doit être un ras-le-bol. Hein, c'est cela. Bon. Regardons maintenant le deuxième volet de cette affaire, en menant les parallèles entre l'Occident qui est venu installer le gouvernement afghan, ce gouvernement-là où ils nous ont dit que c'est un gouvernement de paix, un gouvernement qui va amener la démocratie, le développement, le bien-être social en Afghanistan. Ce gouvernement-là a reçu quasiment tout, la protection. Si vous suivez le discours du président Biden qui... au mois de juillet, il boudait que ce gouvernement-là n'allait pas tomber parce qu'il faisait confiance à plus de 300 000 troupes, 300 000 troupes qu'ils ont eu à former, équipées avec du matériel performant, donc des soldats d'élite de protection. Ça, c'était le discours du président Biden. Is a Taliban takeover of Afghanistan now inevitable? No, it is not. Because you have the Afghan troops have 300,000 well equipped as any army in the world, and an air force against something like 75,000 Taliban. It is not inevitable. Mr. President, thank you very much. Your own intelligence community has assessed that the Afghan government will likely collapse. That is not true. Can you please clarify what they have told you about whether that will happen or not? That is not true. They did not reach that conclusion.
So what is the level of confidence that they have that it will not collapse? The Afghan government and leadership has to come together. They clearly have the capacity to sustain the government in place. And do you see any parallels between this withdrawal and what happened in Vietnam, with some people feeling... None whatsoever. Zero. What you had is you had entire brigades breaking through the gates of our embassy. 6, if I'm not mistaken. The Taliban is not the North Vietnamese army. They're not remotely comparable in terms of capability. There's going to be no circumstance where you see people being lifted off the roof of a embassy of the United States from Afghanistan. It is not at all comparable. So the question now is, where do they go from here? That, the jury is still out. But the likelihood there's going to be the Taliban overrunning everything and owning the whole country is highly unlikely. Et on lui a même dit, est-ce que vous êtes sûr que le gouvernement va tomber? Il a dit, jamais, ça ne peut jamais tomber. Et là, nous étions au 7 juillet, je crois, au 6 ou 7 juillet 2021. Et aujourd'hui, ils sont tous en train de fuir l'Afghanistan. Il s'agit des Américains, des Canadiens, les Français, tout ce monde, ils sont en train de tailler la zone et nous disent que les talibans reviennent en force. Mais comment? Ça, c'est la question que tout le monde se pose. Vous voyez, ce gouvernement afghan avait été installé par l'OTAN, par l'Occident, au pouvoir. Ils ont protégé ce pouvoir pendant plus de 20 ans. Mais à la fin, ils ont lâché ce gouvernement. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est parce que ce gouvernement est rentré dans une fraude absolue. La corruption au sein même de ce pays. Il y a eu une forte corruption. Comprenez ça, chez eux. Et la corruption a fait que ils ont maillé tout le système afghan de corruption avancée. Et quand vous avez affaire à un gouvernement maillé de corruption, ça entraîne les faiblesses dans tout le système. Ça entraîne la trahison, ça entraîne tout. Malgré que ces gouvernements étaient équipés par les Américains, par les Canadiens, par les pays de l'OTAN. La corruption a rendu ce régime fragile. Et à la fin, ceux qui les ont emmenés au pouvoir se sont simplement retirés. Les victimes deviennent qui en ce moment-là? C'est le peuple, le citoyen ordinaire, ceux-là qui ont accompagné les Occidentaux au moment d'installer le gouvernement qu'on nous présentait comme étant le démocratique, ceux-là qui ont apporté le véritable changement en Afghanistan. C'est la même chose avec le régime du Mossi, des Mossi, piloté par Sassou, qui avait été installé par la France en 1997 par un coup d'État militaire. Il y a eu des coups de canon qui ont été tirés au détriment du peuple du Sud-Congo. C'est comme un peu en Afghanistan. Les Occidentaux sont venus, ils ont tiré les coups de canon, ils ont chassé les talibans, ils ont dit plus jamais, ils ont formé des milices, ils ont formé des gens, l'armée d'élite bien équipée. Les Français ont formé les Mochis, continuent de leur équiper, continuent de leur protéger. Mais les Mochis aussi sont rentrés dans une forme de corruption avérée. Ils ont même entraîné la banqueroute économique de l'entité Congo avec C. Mais la France continue de protéger. Est-ce que la France va-t-elle se retirer? Va-t-elle récupérer son soutien envers le système Sassou? Ça, personne ne le sait. Mais comme on vous l'avait dit, le fils Zaïrois vient sur la place de Paris pour continuer à huiler cette corruption. Vous comprenez que c'est à nous, maintenant, au sud, d'être plus efficaces pour bloquer cette corruption. Maintenant, comme vous le voyez, le régime afghan avait été installé par l'Occident, équipé par l'Occident, protégé par l'Occident. Les talibans reviennent à force avec l'aide du Qatar. Mais il y a eu des deals qui se sont faits derrière. Certainement, les Américains ont fait des deals parce que celui qui va guider le nouveau régime des talibans au niveau de l'Afghanistan avait déjà été emprisonné, mais c'est par la demande des Américains qu'on l'a ressorti de la prison, et c'est lui qui revient. Donc on peut penser qu'il y a eu une entente de collaboration, parce que les Américains en avaient marre, certainement, de la corruption du régime afghan. Et donc les Américains ont pensé que les talibans étaient certainement les meilleurs à pouvoir
continuer à mener en bien les affaires du pays. Maintenant, est-ce que les Français vont faire comme les Américains? Ça, c'est une question que nous nous posons, parce que l'Américain est objectif. Hein? Il dit, bon, écoutez, on va vouloir vous aider, mais vous êtes toujours maillé de la corruption, vous n'arrivez pas à avancer, vous n'arrivez pas à changer. L'Américain dit, bon, peut-être qu'il faut qu'on essaie de regarder avec ces gens et de travailler avec eux, peut-être que les choses vont changer. Et c'est ce qu'ils ont fait. Vous comprenez ça, chers amis? Est-ce que les Français sont capables de le faire? Nous, ça, nous ne savons pas. Mais connaissons le régime mouillé de la France de la corruption. Après avoir installé les Mossi au pouvoir, 25 ans, 26 ans après, la corruption est partie malgré toutes les aides jusqu'à vouloir donner le statut PPTE, pays pauvres, très endettés, l'allègement de la dette, on a couvert tous les crimes économiques, les crimes de sang, le génocide dans le Poul, le massacre des Congos au Sud-Congo. Tout ça, la France a protégé par le canon du Conseil de sécurité des Nations Unies, dont cette France détient le droit de veto. Donc, ils ont protégé les Mossi dans tout le système. Mais est-ce que ces Français-là ont le GAT, comme on dit en anglais, le GAT? Est-ce qu'ils ont ce courage-là de dire, bon, on peut peut-être tourner la page à ce système, à ces brigands Mossi, à ces criminels financiers, ces criminels de sang, et peut-être faire le deal avec le Sud-Congo? Est-ce qu'ils ont ce courage-là? Comme les Américains l'ont fait avec les Afghans, ça nous ne le savons pas. Mais comme le roi saoudien a l'habitude de dire que les corrompus, les politiciens les plus corrompus du monde, ce sont les Français. Est-ce que ces Français-là vont revenir comme le disait Chirac, au bon sens? Non, nous ne croyons pas, parce que la France a toujours demeuré l'épine dans notre chaussure, surtout pour nous les Congos. Et donc nous devons d'abord compter sur nous-mêmes, parce que les Anglo-Saxons ont un autre état d'esprit, une autre façon de penser. Mais le Français est sur le mécanisme de piétiner, de dominer et de ne pas vouloir trouver une véritable solution. Donc, nous irons donc nous-mêmes, hein, nous ne pouvons compter sur personne pour aller donc chercher à libérer notre peuple, parce que les Français n'auront pas le GAT de prendre le courage, ce courage comme les Américains l'ont fait pour dire, bon, autrefois, les talibans étaient notre ennemi, considérés comme un groupe terroriste, hein, mondialement. Mais là, tout le monde est en train de signer le deal avec les talibans, jusqu'à dire aux talibans, bon, attendez que nous sortons que nos ressortissants sortent de notre pays. En ce moment-là, vous comprenez que il n'y a pas la guerre, il y a eu une entente, hein, que bon, avant d'occuper, comment les gens appellent leur capitale, avant d'occuper la capitale, Kaboul, hein, avant d'occuper la Kaboul, attendez que nous sortons. S'il y avait le contexte d'ennemi, les talibans ne devaient pas accepter, ils devaient déjà aller en place, vous comprenez? Donc, nous pensons qu'il y a eu un deal courageux de la part des Américains qui ont voulu aider Kaboul, voilà. Merci beaucoup, Gervais. Il y a eu un courage américain qui a eu une bonne volonté de vouloir aider les Afghans en voulant installer la démocratie, en voulant changer le système, en voulant créer de l'emploi, donner une meilleure société aux Afghans. Mais en contrepartie, les politiciens qu'on a aidés, qu'on a protégés, une armée qu'on a aidée, qu'on a protégée, qu'on a équipée, n'a pas été capable de délivrer la marchandise à leur peuple. Les généraux se sont lourdement enrichis, ils ont amené la corruption, le niveau zéro, à l'exponentiel, et donc les victimes se sont éventuellement retrouvées, ce sont les citoyens qui se sont retrouvés comme victimes. Et donc les Américains, après peut-être plus de 20 ans, avec tous les dégâts, les pertes matérielles, beaucoup d'argent investi, nous, citoyens vivant dans ce pays, nous avons payé beaucoup de taxes payées, on trouvait que c'était inutile de continuer de dépenser de l'argent avec les mêmes individus qui ne pourront jamais changer le système de la corruption de la fraude. Et donc, ils ont pris leur courage pour dire non, mieux vaut peut-être même faire le deal avec des talibans qui ont une rigueur, qui savent là où ils veulent aller pour venir avec le vrai changement. Et c'est ce qui fut fait, comprenez ça, chers amis. Mais les Français ne feront jamais
ne prononce jamais cette décision. Parce que, il leur manque la vision claire même du véritable changement. Il y a aussi le côté orgueil pour la France, de vouloir dominer, continuer avec le même système, le même mécanisme, qui coince, qui bloque. Donc, pour notre peuple du Sud, nous ne pouvons donc compter sur la France, qui a éventuellement supporté un régime pendant plus de 26 ans, et continue à le supporter, continue à le protéger. Vous avez vu des gens comme des Patrick Pouyanné, patron de Total, aller fêter avec Sassou, une quelconque indépendance qui n'a jamais existé dans le village de Sassou. Il s'agit ici de dire que Patrick Pouyanné a une propriété, une maison là, Oyo. Des gens comme des Bernard Kouchner ont des propriétés là, Oyo. Les Dominique Strauss-Kahn ont des propriétés. Vous comprenez que c'est une mafia. Mais les Américains ont pris le courage. Est-ce que les Français prendront le courage? Nous ne croyons pas. Voilà pourquoi nous demandons à notre peuple, nous devons compter sur nous-mêmes par le biais de la pétition. Nous allons aller à la Fédération Sud-Congo. On ne peut pas développer le Sud-Congo avec les Mboshi. On ne peut pas développer le Sud-Congo avec les nordistes. Vous voyez que tous les nordistes sont dans le silence absolu. Ils sont en train d'accompagner le fils Sassou. Tous ils sont unanimes. Pourquoi? Parce que c'est le même système comme un peu les généraux afghans qui ont travaillé dans le régime mis en place par l'Occident au pouvoir. Les généraux se sont enrichis. Ils se sont enrichis avec leurs écuries, avec leurs clans, par le biais de la corruption de la fraude. Comme un peu les généraux Mossi, qui se sont lourdement enrichis. Mais ils se sont enrichis par le biais de la corruption de la fraude. Et puis les massacres sur le sang du peuple Congo. Les armes ont été vendues, trafiquées. On crée des opérations de guerre, on sort de l'argent. On crée des employés fictifs au sein de leur rang. Par exemple, un Mossi qui venait de mourir entre guillemets général, un Bokemba, un truc pareil, je ne sais plus le nom. Ce type-là, on nous dit qu'à lui seul, il avait près de 1000 employés fictifs militaires. Donc il touchait le salaire de 1000 militaires inexistants. Et on dit que ce type est lourdement enrichi. On l'a même enterré dans un domaine spécifique. Comprenez ça, chers amis? Donc, on crée de la fausse facture, comme le dit le frère Gervais Belangui. Et c'est comme ça que les Moshis sont enrichis. Et ça aussi, c'est au niveau même des milices qui gardent le Moshi Sassou. Qu'il s'agit de, comment les gens l'appellent, c'est son nom qui échappe, Oboa, c'est la même chose, Serge Oboa, avec Nguesso Edgar, qui tous les deux, ils ont eu plus de 8000 employés non existants dans leur petite maison. Et ils se sont lourdement enrichis. Donc, un véritable réseau de la corruption. Et c'est comme ça que Nyangambwala vous dit même que, non, Davila vous dit que Nyangambwala partait donner les armes à Ntoumi pour continuer à créer des opérations sorties d'argent. Tous ils sont lourdement enrichis, bien sûr, au détriment du sang Congo que nous sommes. Donc, on comprend bien que l'armée afghane, l'armée afghane, on peut le dire comme ça, est équivalente aux milices Moshi, comme ça. Donc une corruption avérée, et ces gens-là ne pourront jamais assurer la sécurité de leur État. Quand on peut parler de l'Afghanistan, de l'entité Congo avec ses quand il s'agit de Moshi. Comprenez ça, donc le Sud-Congo, Moussi-Congo, doit comprendre que c'est d'abord nous-mêmes. Le président Lissouba nous a dit c'est les Congolais. Et quand il dit Congolais, il dit Congolais. Donc il prononce le K, le Congolais, qui sauveront le Congo. Le Congo, quand il Lissouba nous dit, vous comprenez dans la prononciation, Congo c'est avec un K. Donc le Sud-Congo. Moussi Congo, Yena Wakuba, Moussi Congo, Yena Kenakula, Moussi Congo. Moussi Congo, Yena Wakuba, Moussi Congo, Kaka, Yena Kula, Moussi Congo. Donc comprenez ça. Donc il n'y a que le Congolais suisse qui peut sauver le Sud. Moussi Congo, Yena Wakuba, Moussi Congo, Kaka, Yena Kula, Moussi Congo. Donc, mes très chers frères et sœurs, notre chère maman, il fait tard ici, mais c'était très important, avec cette inspiration qui est arrivée de parler de cette situation. Le monde est ouvert. Venez donc parler de vos problèmes pour protéger notre peuple, pour protéger nos terres,
pour protéger nos ressources naturelles. Personne d'autre ne pourra venir nous aider si ce n'est que nous-mêmes. Maintenant, soyons, comme on dit, Kintua Digabankami, comme le dit un aîné, c'est le nom qui m'échappe. Comment on l'appelle? Il y a un nom là. Yaki Djangiri nous dit Kintua Digabankami. Bankami. Les Nkami, c'est quoi? Ce sont les fourmis maniants. Hein? Vous voyez comment les fourmis maniants marchent, alignés en groupe. Kintua Digabankami. Quand les fourmis maniants attaquent, ils attaquent en groupe. Ils encerclent leur proie et ils avancent. Ce que nous appelons Bankami, Kintua Digabankami. En passant, on tient à saluer Yaki Djangiri pour cette forme d'adage qu'il nous donne. Le Sud-Congo, soyons lingots, nous devons encercler notre proie, avaler. Notre proie est connue, les Mossi, les Nordistes. On le dit, on ne tergiverse pas. La cohabitation est devenue impossible. Avec ces gens-là, il n'y aura jamais le développement, jamais la construction. Il n'y aura jamais le véritable vivre ensemble. Il n'y aura jamais la paix. Parce que eux-mêmes, les Mossi le disent, le retour de la paix signifie la perte de notre pouvoir. Ils sont dans le contexte de la domination, le pouvoir toujours au nord. Certains nous font même avaler que Mokoko était le président élu. Mokoko n'a jamais été le président élu en 2016. Je le répète et je le dis, ça va faire mal aux Mokokistes. Mais on vous le dit, Mokoko n'a jamais été le président élu aux élections présidentielles de 2016. 2 personnes partaient au 2e tour. Le défunt Kolela Parfegui et le général Jean-Marie Michel Mokoko. Donc on ne peut sur quoi dire que Mokoko a été élu. Ça c'est une forme de vouloir biaiser l'histoire. S'il y avait 2e tour, il devait y avoir 2e tour entre le défunt Kolela Parfegui et le général Jean-Marie Michel Mokoko. Donc on ne peut jamais dire que Mokoko était élu comme président, élu comme essaie de nous le faire présenter certains résistants. Ce n'est pas une façon de manquer de respect au général Mokoko, mais il s'agit ici de dire la vérité telle qu'elle est connue par l'ensemble du peuple du Sud-Congo. Merci d'avoir suivi ce direct. Dotons-nous d'un caractère dur en face des prédateurs. Nous devons être aussi des chasseurs pour pouvoir arrêter ces prédateurs-là qui ne cessent de nous tuer, qui nous prennent pour des camps. Comme l'a dit la maman qui a parlé aujourd'hui, on l'a traité de Pakongo Bazali Badjoba. Pakongo Bazali Badjoba. C'est ce que les Mossi nous disent, ce que les Ngala nous disent. Pakongo Bazali Badjoba. Mais nous avons compris que nous ne pourrons plus jamais être les idiots. Nous devons nous positionner. Protéger son peuple, protéger des terres, protéger les ressources naturelles, ce n'est pas un péché. C'est une action humanitaire. L'Occident est parti en Afghanistan dans le contexte humanitaire. L'Occident se décide aussi de sortir de l'Afghanistan dans le contexte humanitaire, vu que ceux qu'ils ont mis au pouvoir n'ont pas pu. En contrepartie, ils se sont lourdement enrichis. Ils ont pensé à leurs intérêts, à leur ventre. Mais il faut donc faire revenir le contexte humanitaire. Trouver d'autres partenaires qui autrefois étaient des ennemis, mais qui deviennent des partenaires. Merci d'avoir suivi ce direct très tard. Mais que Dieu nous garde, que nos ancêtres nous gardent. Mais Dieu a un plan pour nous. J'y crois. J'y crois. Nzambi yena muntu wa Kuba, on peut le dire comme ça. Mfumu wa Kuba, mfumu wa Ngolo, mfumu ya Yenge, Kintwari ya Bankami. À la prochaine. Au revoir. C'est notre pays à nous tous. On ne peut pas prendre seulement les gens, le même parti et les autres. Mais il y a une chose, que je veux vous parler, une chose. Le Congolais n'a jamais voulu la guerre. Le Congolais lui-même, il ne veut pas la guerre. Ceux qui aiment la guerre, je te dis maintenant, c'est le PCT. Le président avait 2 mandats. Pourquoi lui, il veut prendre 3? Le Congolais n'a jamais voulu la guerre. Le Congolais lui-même, il ne veut pas la guerre. Ceux qui aiment la guerre, je te dis maintenant, c'est le PCT. Le président avait 2 mandats. Pourquoi lui, il veut prendre 3? Peut nous aider. Quand on est engagé, la peur s'estompe. Quand on n'est pas engagé, la peur occupe le lieu qui devait être rempli par l'engagement. Je pense aux sportifs engagés,
je pense aux militaires engagés, je pense aux femmes engagées dans leur ménage, engagées dans l'éducation de leurs enfants. Elles n'ont pas peur. Elles n'ont pas peur. Les engagés n'ont pas peur. Et si nous, Église aussi, nous étions engagés, nous n'aurions pas peur. Même sans être Saint Ignace qui désirait le martyre, nous serions audacieux pour dire aux politiciens, même aux politiciens de nos ethnies propres, que ceci n'est pas bon. Quitte à ramasser des gifles, quitte à être persécuté, mais on n'aurait pas peur. Je pense que la peur, c'est l'expression d'un vide, d'un manque d'engagement. Et donc d'un manque d'amour. Parce que celui qui aime ne peut pas ne pas s'engager. Quand on aime Dieu, on s'engage. Quand on aime la nation, on s'engage. Quand on aime les autres, on s'engage. Quand on n'aime pas, pourquoi s'engager? Et je vous dis, aujourd'hui, je vous le dis, nous avons eu le général Dabira, moi et le colonel Bongo, qui était à la sécurité militaire. Nous avons eu à rendre compte au cours d'une réunion de commandement présidée par le président de la République de ce que des assassinats étaient commis et que il fallait prendre les mesures pour faire cesser cet état de choses.